Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Alors, ce soir, petit comité au niveau de Xamcast. Je suis avec Mathéo. Salut Mathéo. Salut. Je suis avec Sam. Du coup, c'est déjà fini. Salut Sam. Salut. Alors, ce soir, on a une petite pensée pour nos autres animateurs. Alex qui a dû déclarer forfait à la dernière minute. On lui souhaite un bon rétablissement. Et puis Michael aussi qui a déclaré forfait pour aujourd'hui. Donc Michael, on se réjouit que ses obligations militaires soient terminées pour qu'il revienne plus régulièrement à l'antenne de Xamcast. Donc on leur fait un petit coucou. Voilà, donc au sommaire de cet épisode 23, un deuxième épisode un peu plus light puisque moi Mirko, votre animateur, et j'étais en vacances cette semaine et j'avais pas forcément envie de me charger avec les préparations de Xamcast, donc c'est pour ça que la semaine dernière et du coup cette semaine le programme était un petit peu plus léger. Donc, on va débriefer le match de vendredi soir du 8 mars contre le FC Sion à la Maladière. Et puis, je vous ai préparé une petite rubrique des nouvelles d'anciens Xamaxiens. Je vous en dirai plus dans la rubrique tout à l'heure. Voilà, je propose qu'on passe d'entrer directement à la première rubrique. Jingle. Voilà, alors on va commencer par débriefer le match qui a eu lieu vendredi soir 8 mars à la Maladière. Voilà, la semaine passée, on l'avait dit, un match qui s'annonçait compliqué pour Neuchâtel Xamax avec la réception de l'incontestable et incontesté pour l'instant leader, le FC Sion. Un FC Sion qui restait sur une très bonne série, si je me trompe pas, 8 victoires, toutes compétitions confondues, en comptant le quart de finale contre le FC Young Boys à Tourbillon. Donc voilà, un leader qui était en pleine bourre, déjà en fin 2023 et surtout depuis 2024. La semaine passée, à l'antenne, les animateurs, on s'attendait à un match très compliqué. Alors effectivement, le match a été compliqué, mais pas forcément pour Neuchâtel Xamax, plutôt pour le FC Sion. Donc voilà, je vais comme d'habitude commencer par vous lire un petit peu les réactions de notre communauté, si je les retrouve. Alors peut-être pendant que je les retrouve, messieurs, je vous laisse parler un peu de votre sentiment déjà à vous à l'issue de ce match. Mathéo, Sam. Moi, franchement, je m'attendais pas à me retrouver peut-être frustré de pas avoir récolté les 3 points. C'est vrai que c'est une tournure de match auquel on pouvait pas forcément s'attendre. C'est-à-dire que généralement, quand si on vient à la Maladière, on a souvent l'habitude de les voir démarrer des matchs tambour battant et c'est souvent quand ils arrivent à ouvrir le score rapidement qu'ensuite les buts défilent. Et là, on n'a pas vraiment vu ce scénario-là. Maintenant, ce qui est regrettable, c'est le manque de précision dans l'avant-dernier et le dernier geste. Mais c'est vrai que avant le match, en tout cas, j'aurais signé des deux mains pour ce point récolté contre le leader. Clairement. Sam. Alors Sam, Ouais. pour préciser, tu peux nous parler un petit peu de ton activité. On en a vu un peu sur tes réseaux sociaux et sur les réseaux de Xamcast. Toi, tu as eu un œil particulier sur ce match, du coup. Ouais, j'étais au bord de la pelouse avec l'appareil photo, donc du coup, c'est un peu plus compliqué de faire un avis sur le jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir un match à ras le sol. Mais j'ai trouvé un match très intéressant, des joueurs impliqués, des joueurs qu'on avait envie, qui lâchaient rien. Après, comme dit Mathéo, c'est vrai qu'il manquait encore ce dernier geste sur les derniers instants. Mais après, je n'arrive pas à faire un avis très concret de la vision que j'avais sur le bord du terrain. Faut Ouais. que m'y Peut-être tu, habitue un peu.
peut-être tu peux nous développer du coup un petit peu plus ce rêve, c'est toi qui le dis, hein, qui s'est réalisé, tu l'as dit sur tes réseaux, qui s'est réalisé pour toi d'allier de tes passions, la photographie et Xamax. Alors tu l'avais déjà fait dans un match de préparation, mais c'était la première fois en match officiel. J'ai quand même envie de te donner un peu la parole pour ça. Sam, parle-nous un peu de comment tu te sentais pendant ce moment. Ouais, c'était spécial. C'était pour moi, ben, évidemment, la première fois que je faisais des photos pour un match officiel. Ce qui est marrant, c'est que quand j'avais commencé la photographie il y a quelques années, j'avais dit à un de mes amis, un jour je serai au bord du stade de la Maladière à un match de Xamax. Ben, 3 ans après, ben, j'y étais. Donc, pour moi, c'est un accomplissement et puis j'espère que ça va encore durer un bon moment. Et pourquoi pas viser encore plus haut ensuite, mais après ça sera un peu du domaine de Xamax. Mais non, franchement, c'est un honneur pour un grand passionné de pouvoir faire des photos de son club et puis de pouvoir les partager à tous les supporters ensuite. Ouais, et puis aussi d'avoir des photos de qualité. Hein, Mhm. enfin, elles sont vraiment remarquables ces photos. Je t'entends acquiescer, Mathéo. T'es aussi du même avis. Hein. Totalement, oui. Totalement. Ouais, ouais, on dirait que voilà, c'est des photos de football comme ça. T'as fait ça toute ta vie. Donc voilà, on est content. En tout cas, moi personnellement, je suis content pour toi, Sam, que tu aies pu réaliser ce rêve par le biais de Xamcast. C'est aussi ça, Xamcast quelque part. On reste avant tout des fans de Neuchâtel Xamax, et puis pour nous, voilà, de pouvoir réaliser nos rêves, que ce soit de prendre des photos ou d'être au contact avec le club, avec les joueurs. Bah, c'est toujours des moments spéciaux. Et puis, on est aussi content de pouvoir les partager avec vous au sein de ce podcast. Voilà, alors pendant que Mathéo et Sam s'exprimaient, aussi fait un petit peu d'ordre, moi, de mon côté, et je retrouve à présent les réactions de la communauté. Donc, on a Lucas qui nous dit un match très correct, bravo aux deux équipes, un point vaut mieux que ne vaut plus rien. Il en faut trois partout. Donc, Lucas, en même temps, d'un côté, voilà, il est reconnaissant d'avoir vu un beau match, mais il en veut plus. On a Béatrice qui nous dit quel match de dingue, franchement magnifique. Et Soro a fait un super match. Alors on en reviendra là-dessus sur la prestation de Soro. Samuel qui nous dit match solide, il manque vraiment de la finition et de la technique devant, et qui félicite aussi Briani Soro pour la titularisation. Yanis qui nous dit un bon point pris face au leader, il y avait la place de faire plus, un match solide. On a, alors je me souviens plus de son prénom, à lui, Esté Martin, qui nous dit Soro premier match situ trop fort. Victor, lui, il en avait un peu après l'arbitre. Il nous dit vraiment pas de notre côté l'arbitrage et les 60 dernières minutes, on a dominé. Et puis, on a Karine qui dit à la fin, j'étais fatiguée. Alors là, je vous dois une petite précision. Karine, en fait, c'est ma compagne. Et puis, elle m'a un peu trollé. Elle a trouvé que j'étais rentré trop tard après le match. Donc, c'est vrai que je rentre toujours un petit peu tard. Donc, c'était un petit troll de sa part. Mais je lui avais dit que j'allais en parler dans l'épisode. Donc, voilà. Désolé, chérie, si je suis rentré un peu tard, mais c'était pour la bonne cause, du coup. Voilà, je sais pas si elle a un peu de cet avis, ta femme, Sam, elle trouve que tu rentres trop tard après les matchs de Xamax, ou bien ça va? Bon, t'as pas Moi, une heure de route pour rentrer, toi, par contre. non, pas du tout. Moi, de toute façon, quand je rentre, elle dort. Donc, du coup, c'est relativement simple. Ouais, bah là, voilà, je veux pas donner tous les détails, mais elle s'était pas endormie, elle m'attendait quand je suis rentré tard dans la nuit, ou presque au petit matin, on va dire ça comme ça. Voilà, donc effectivement, c'était un très très bon match solide de la part de Xamax. Moi, pour moi, on était effectivement plus proche de la victoire que le FC Sion, même si au final, quand on regarde les statistiques, on n'est pas si dominateur que ça par rapport à Sion. Hein. Finalement, on voit que les statistiques montrent que c'était un match assez fermé, et que globalement les défenses elles ont bien maîtrisé leur affaire, puisque les deux équipes ont tiré 5 fois au but, ce qui est pas énorme. Comptabilise 2 tirs cadrés pour Xamax et un seul tir cadré pour le FC Sion. Alors j'en ai pas souvenir de ce tir cadré. Pour moi, ils avaient pas cadré une frappe.
Et puis voilà, ça reste assez léger quand même, mais voilà. D'un côté, on a le FC Sion qui a été très solide derrière, mais ça on le savait, hein, ils ont vraiment une défense assez incroyable avec des joueurs très expérimentés en Challenge League, voire pour la Super League. Ils en sont à maintenant 16 buts encaissés en 25 matchs, donc ils sont largement en dessous des 1 but par match. Ouais, c'est ça. Et puis, alors il y avait un petit peu plus d'inquiétude du côté de Xamax, savoir quel visage on allait montrer défensivement. Est-ce que c'était le visage contre Toon ou Agnon ou le visage de la semaine dernière contre le FC Haro. Au moment où la composition d'équipe sort, ben on a quand même été surpris, hein, messieurs. Winkler, qui était devenu titulaire indiscutable, était annoncé absent. De même que Del Toro, alors lui il avait débuté sur le banc le match précédent, mais il était annoncé aussi indisponible pour ce match. Et puis Uli Forte en fait a fait le choix de laisser encore Johan Epito au repos et de titulariser Briani Soro. Alors je vais pas vous mentir, hein, messieurs, mais moi personnellement, avant le coup d'envoi, je me disais que voilà, c'était peut-être pas le meilleur match pour lancer Briani Soro dans le grand bain. Il avait déjà fait deux entrées en jeu. Il était rentré dans un match du premier tour, je me souviens plus, mais il avait joué 1 minute et puis il était aussi rentré vers la fin, je crois, du côté de Nyon. Mais quelle a été votre réaction à vous quand vous avez vu que Soro était titulaire? Moi, la première impression que j'ai eue, je me suis dit, bah, c'est un peu comme toi, je me suis dit, c'est peut-être pas le match où il faut lancer un jeune pour sa première titularisation. Et finalement, j'ai été agréablement surpris par ses performances qu'on va sûrement discuter tout à l'heure. Ouais, Mathéo? Bah moi j'ai salué l'audace, tout simplement, parce que finalement, Uli Forte l'a fait à un moment où il y a peut-être un trou un peu supplémentaire qui s'est creusé par rapport à la barre. Je pense pas qu'il l'aurait fait. Enfin, par exemple, paradoxalement, quand on a dû jouer contre Belanzone à la Maladière juste après la déroute de Vaduz. Maintenant, c'est sûr que pour une première titularisation, l'adversaire est de taille, mais je pense qu'il l'a aussi fait en calculant un petit peu les risques, on va dire, enfin les risques qui risquaient, enfin les risques d'une mauvaise performance, c'est ce que la mauvaise performance risquait d'avoir comme influence sur le résultat aussi, et sur le classement. Donc non, j'ai salué l'audace de Liforte. Ouais, alors le choix d'une défense à 3, puisque c'était de ça dont il s'agissait, hein, pour ce match, c'était en même temps un choix tactique de la part d'Uli Forte. Il voulait quand même bien bétonner, comme on dit, derrière, et puis d'éviter que voilà, le FC Sion soit très très dangereux. Et puis après, il y avait le choix humain. C'est clair que je trouvais plus rassurant pour Soro de débuter dans un match avec une défense à 3 que dans une défense à 4 avec les deux latéraux sur les côtés. Je remarque aussi que en fait, Eris Abedini n'a jamais été aligné en défense centrale dans une défense à 4. Il l'a toujours été au centre d'une défense à 3 avec les centraux plus les deux pistons. Donc c'est sûr que voilà, dans cette logique-là, Johan Epito étant pas complètement rétabli, c'était aussi logique quelque part de lancer Briani Soro. Il aurait pu faire aussi le choix de mettre Kenan Fatkic comme défenseur central. Il est capable de jouer dans cette position, de dépanner dans cette position. Mais il avait à disposition un vrai défenseur central. Et puis, c'était effectivement l'audace. Et puis, après le match, on peut que dire Paris gagnant. Ouais, je propose qu'on parle tout de suite maintenant de la performance de Briani Soro sans plus en tarder. Tu disais, Sam, avant que t'avais été surpris en bien. Moi, j'ai été plus que ça, en fait. J'ai été bluffé par la qualité de Briani Soro sur ce match. Sans rien enlever au mérite de Rissa Bedini, qui a été très bon, et de Sead Ahirovic, qui a aussi été très bon sur ce match. Mais
le patron vendredi soir de la défense, c'était Brian Soro. Vraiment, j'ai trouvé dans l'attitude, dans le calme, tant dans les interventions défensives que dans la relance, que c'était lui le patron, messieurs. Qu'est-ce que vous avez à Ouais, dire? vas-y Mathéo. Non, il a fait un match d'une très grande solidité pour son expérience, en sachant que voilà, il avait quand même des sacrés clients face à lui, puisque Sion a du moins en championnat une attaque qui fonctionne bien. Qui avait mis, si on va voir les derniers résultats que Sion a eu en championnat, ils ont quand même mis deux trois belles pilules, hein, à droite et à gauche. Donc c'est sûr que c'était un test, vraiment d'une grande difficulté par rapport aux clients qu'il avait, et il a brillamment répondu. Ouais, je Ouais. pense il a surtout, de par leur position respective sur le terrain, il a surtout été confronté à Dejan Sorgic, qui n'est pas n'importe qui, hein. Et Mhm. puis, il l'a éteint, tout simplement, hein. Je pense que, Sorgic, on l'a quasiment pas vu sur ce match, mais parce que, enfin, il a reçu des ballons, il a touché des ballons, mais voilà, il avait Soro en face de lui. Je l'ai trouvé très précis dans le marquage, dur sur l'homme, mais sans devoir faire des fautes. Il savait aussi faire le contrôle, orienter le jeu quand c'était nécessaire. Il a aussi quelquefois, quand c'était des situations un peu chaudes, dégagé directement le ballon en touche plutôt que de tenter une relance un peu hasardeuse. Et puis, il a formé un excellent duo sur le côté droite avec Zachary Atekame, qui a aussi livré un très 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 gros match. Pour moi, Soro et Atekame, c'était les deux meilleurs hommes côté Xamax sur le terrain ce soir-là. Et puis vraiment, voilà, grosse performance. On l'écoutera après à l'interview puisque voilà, j'avais vraiment envie de l'entendre à propos de son match. Mais voilà, une performance extrêmement encourageante. Et puis, mine de rien, ça va donner un peu des choix de riche entre guillemets à Uli Forte, parce que en plus de Sead Ayrovic, de Alexandre Winkler, de Johan Epito, d'Eris Abedini, il faut aussi il sait qu'il peut aussi compter sur Soro pour avoir du temps de jeu par-ci par-là. Donc voilà, j'espère qu'il va gagner le droit d'avoir plus de temps de jeu ces prochains matchs, et puis il mérite honnêtement après cette prestation d'avoir encore du temps de jeu, et puis de montrer que ce match contre Sion, c'était pas un feu de paille, mais que voilà, il est vraiment en train de suivre une trajectoire de développement très intéressante. Mhm. Donc voilà. Je voulais aussi qu'on évoque les duels sur les côtés, parce que on a eu vraiment deux superbes duels sur les côtés. Alors, d'un côté, on avait Numa Lavanchi et Ashwin Balaruban, et puis de l'autre côté, on avait Nia Sefti et Zachary Atekame. Et très honnêtement, on s'est régalé. Moi personnellement, je me suis régalé sur ces duels, et puis je me suis surtout régalé parce que, à mon avis, tant Zachary à droite que Ashwin à gauche, eh bien, ils ont non seulement très bien contrôlé les velléités offensives de Lavanchi et de FT, mais ils ont réussi aussi eux à se projeter vers l'avant. Et puis, je pense que même si ça s'est pas manifesté par le score, par une victoire de Xamax, mais on a gagné ces duels sur les côtés. Je sais pas, je voulais vous entendre aussi par rapport à ça, messieurs. Ouais, ils ont été particulièrement solides, les deux couloirs. Un peu sur la lignée de ce qu'ils nous montrent ces dernières semaines. Et bon, enfin, même Atekame, c'est plus que ces dernières semaines. Mais Balarouban, c'est vrai que gentiment, il est en train de prendre une très grande place dans cette équipe par la régularité de ses performances. Et puis, si on parlait de clients au niveau des avant-centres, là, effectivement, aussi sur les côtés, Sion, il y avait du répondant. On connaît la qualité d'un joueur comme Nouma Lavanchi. Donc, non, malheureusement, à Tekame, on peut pas dire que c'est de bonne augure pour le futur, parce on doit profiter tant qu'il est là. Mais Balarouban, au final, je veux pas dire qu'on est plus surpris, mais on est dans la lignée de ses performances de ces dernières semaines. Mhm.
Ouais, on aurait pu s'attendre à ce que Ashwin Balaruban ait encore besoin d'un peu de temps pour se remettre dans le bain. Alors c'est vrai que les petits pépins physiques de Fabrice Nsakala fin de saison, enfin d'année 2023 et de début 2024, ben ont peut-être donné du temps de jeu plus rapidement que prévu à Ashwin Balaruban, mais le moins qu'on Mhm. puisse dire, c'est que il le maximise. Moi, j'ai trouvé particulièrement impressionnant. La semaine passée à Arrow, ben il n'avait pas été mauvais, hein. Toute l'équipe avait été un peu en difficulté, mais lui, il a eu des premières minutes un peu compliquées, mais après, il s'en était relativement bien sorti. Et là, il a éteint Nouma Lavanchi. Je pense ce qu'on peut le dire. Et une partie des explications du pourquoi le FC Sion n'a pas pu développer son jeu comme d'habitude d'un point de vue offensif, c'est parce que on a bien cadré Nouma Lavanchi et Ignace FT. Donc là, on peut que saluer aussi le choix tactique de Oli Forte. Là, quand on joue avec deux pistons comme ça, à trois derrière avec deux pistons encore sur les côtés, ça donne aussi la perspective de bloquer les latéraux adverses un peu plus haut dans le terrain parce que du coup les tâches défensives des pistons elles sont quand même importantes, elles sont quand même présentes, mais et ben derrière il y a un défenseur central qui peut un peu couvrir en cas de besoin, donc ça permet un positionnement plus haut dans le terrain, et on voit que tant Zakaria Tekame qu'Ashvin Balaruban sont très très à l'aise dans ces positions-là. Et puis tous les deux, ils ont fait de très très gros progrès dans le jeu défensif. Ils ont été très rarement, voire pas du tout pris en défaut sur ce match. Et puis voilà quoi. Alors comme tu disais Mathéo, ben pour Zachary, on peut que se réjouir de l'avoir encore quelques matchs vers nous et puis de profiter de ses qualités. Et puis on espère voilà que l'équipe commence déjà à travailler en coulisses pour nous trouver un joueur de très bonne qualité pour occuper ce poste de latéral droite. Et puis du côté gauche, ben on commence à avoir quelque part un espèce de problème de riche parce que pour moi, ben Fabrice Nsakala, il a disputé quoi 20 minutes et puis il a montré qu'il était toujours aussi bon. Donc voilà, lui et Balarouban, ben, ils vont se tirer la bourre maintenant pour être titulaires le plus régulièrement possible. Et dans ce dispositif, il y a deux très bons hommes pour une place sur le terrain. Alors honnêtement, je vous cache pas que au moment où Fabrice Nsakala est rentré, c'était quoi? Il est rentré vers la 70e minute. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est rentré à la 73e minute. Moi, je me suis dit à ce moment-là, oula, est-ce que il va faire sortir soit Samir Hamidi, soit Fabio Saiz, et puis est-ce que on va assister à Balarouban et enfin Nsakala comme piston et Balarouban comme ailier. Je me suis dit tiens, est-ce que ça serait pas une option qui serait possible? On en avait discuté aussi dans les derniers épisodes de fin d'année sur cette possibilité-là. Alors finalement, il en a rien été puisque il a fait du changement poste pour poste. Mais franchement, à ce stade-là, difficile de savoir si Fabrice Nsakala est à 100% au prochain match. Difficile de savoir qui va commencer sur le côté gauche de notre défense. Vous partagez un peu cet avis, messieurs? Ouais, je pense que ce sera quand même Balaroban pour le prochain match. Après, on sait jamais, mais je pense que vu la prestation qu'il a fait vendredi, je pense qu'il mériterait de débuter le match contre Ville. Mais après, Balaroban, je trouve il a une qualité de polyvalence. Je pense qu'il peut aussi jouer milieu gauche et ailier gauche. Donc, je pense que on pourrait être surpris d'un coup le voir un cran plus haut si Ntakala il devenait être titulaire. Mais bon, ça, après, c'est le coach qui décide et qui voit mieux les choses que nous. Mais c'est des options que je verrais bien. Ouais, ouais. On l'entendra après dans l'interview de d'Uli Forte. Mais outre les absences de Danilo Del Toro et d'Alex Winkler, il avait fait aussi deux choix forts de laisser en fait Dominique Schwitzer et Simone Rapp sur le banc. Alors, vous étiez surpris en fait de voir ni Simone Rapp ni Dominique Schwitzer au coup d'envoi sur le terrain, messieurs?
Alors, Plutôt. Schweitzer, j'étais un peu déçu, pas déçu, un peu surpris. Rap, pas spécialement, parce que je trouve que euh, Bakayoko, pardon, il fait quand même des bonnes performances, même si c'est pas un top scorer. J'étais plus surpris pour Schweitzer que Rap, pour ce qui me concerne. Ouais, on l'entendra après dans l'interview du Lee Forte, mais là on était dans des choix tactiques. Donc lui, il voulait en fait que on puisse presser le F Session le plus possible. Et puis pour lui, Soumaïla Bakayoko et Jesse Oti au niveau offensif étaient les meilleurs choix pour assurer ce pressing par rapport à Simone Rapp. Et on peut que lui donner raison. Hein. Simone Rapp, c'est pas forcément au pressing son, son jeu s'exprime le plus. C'est pas ce qu'on attend forcément de sa part à lui. Et puis, du coup, il a fait le choix aussi de ne pas titulariser Dominique Schwitzer, parce que du coup, là, on était dans des choix d'hommes et de postes, puisque en jouant à 3 derrière avec 2 pistons, il y avait déjà 5 places prises, et 6 si on compte celle de Guy Varch. Il voulait quand même avoir 2 milieux axiaux pour couvrir le terrain, et son choix s'est porté sur Kenan Fatkic et Fabio Saiz. Et puis Mhm. du coup, il a titularisé Samir Ramidzi comme milieu offensif derrière les attaquants. Et on se rend compte que ben dans ce dispositif-là, il y avait plus de place tout simplement pour Dominique Schwitzer. Donc ça explique pourquoi il n'était pas titulaire. Il n'y avait pas de blessure ou autre. C'était pas une question de mauvaise performance ou de méforme de la part du joueur. Mais voilà, c'était des choix humains. Et puis, bah, ces choix, et finalement, ils ont failli être payants. Hein. Il a manqué ce petit quelque chose. Alors, je vous pose la question, en fait, messieurs. Pour vous, qu'est-ce qu'il a manqué pour que Xamax puisse marquer ce but qui aurait probablement peut-être suffi à lui apporter les 3 points ce soir, enfin ce vendredi soir? Comme je l'ai dit tout à l'heure, une plus grande méchanceté dans les 20 derniers mètres. Particulièrement en deuxième mi-temps, parce on a pas mal pressé. Parce qu'on justement en deuxième mi-temps, ça attaquait face au COP. Il y a eu une assez grosse pression mise, mais à chaque fois un tantinet de manque de précision dans le dernier centre, dans la dernière frappe. 3 centimètres de chaussures qui manquent par-ci pour reprendre un centre. Deux cheveux qui manquent pour reprendre un ballon de la tête. C'est les détails. Le foot se joue souvent à les détails, particulièrement dans les surfaces de vérité. Et c'est ce qui a manqué, c'est ce qui pour moi a manqué vendredi soir. Ouais. Ouais, Ben, moi, je partage exactement avec Mathéo. ouais. Alors, je pense que effectivement, je suis d'accord avec toi, Mathéo. De toute façon, on a vu le même match. On est très souvent aussi d'accord dans les analyses. En fait, c'est extrêmement compliqué de prendre à défaut une défense comme celle du FC Sion sur des attaques placées. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour mettre en défaut une équipe comme Sion sur des attaques placées? Il faut un petit grain de folie et puis il faut de la précision dans l'expression de ce grain de folie. Alors c'est vrai que quand on a eu des longues phases de possession, d'ailleurs les statistiques le disent, hein, c'est 61% Xamax, 39% FC Sion. Donc on a eu plus souvent le ballon que l'essai du Noix. On a commencé par bien bétonner derrière, on a assuré les arrières, mais dès qu'on arrivait dans la zone sédunoise, ou on va dire dans les 30-40 derniers mètres, la prise de risque n'était pas, à mon avis, pas suffisante. Alors c'est clair que d'un côté, on craignait aussi les pertes de balles et les éventuels contres sédunois. Mais des fois, au foot, il faut quand même provoquer un petit peu ce déséquilibre, prendre des fois ce petit risque supplémentaire pour aller créer le danger. Alors le risque, ça peut être une passe des fois un peu surprenante, mais la passe, pour qu'elle aboutisse, il faut que elle soit précise, il faut que le joueur il fasse le bon appel, qu'il reçoive le ballon dans les pieds. Et par moments, ça manquait. Il y a des passes qui venaient à un endroit A et puis le joueur faisait l'appel à l'endroit B. On a eu des phases comme ça entre Samir Hamidzi et Jesse Oti où ils se sont pas forcément extrêmement bien entendus sur où je te mets la passe, où je cours.
Ça peut aussi être parfois dans une chevauchée, dans une débouchée, avec des tentatives de dribbler un ou deux joueurs pour créer le déséquilibre. Et puis, un joueur comme Samir Ramidzi peut être précieux dans ces phases-là. Il n'a pas eu beaucoup l'occasion de montrer ses qualités de dribble et puis d'éliminer en un contre un. Les autres joueurs ont assez peu pris de risques par rapport à ça. Donc, ce qui fait que quand on attaquait de manière placée, eh ben, on n'a pas réussi à mettre le FC Sion vraiment en défaut. Parfois, on récupère aussi le ballon et parfois c'est sur contre-attaque qu'on peut être dangereux, c'est-à-dire quand la défense adverse n'est pas forcément bien en place. On a eu des phases où on récupérait des fois le ballon assez tôt, ou alors on le récupérait en défense et on avait la possibilité d'allonger le jeu pour créer ce déséquilibre. Et puis, ces efforts-là, ils n'ont pas été récompensés, soit parce que au moment où il y a la possibilité d'accélérer le jeu en contre-attaque, eh ben la passe ou la course n'est pas faite, ou alors il y avait l'intention d'accélérer le jeu, mais la réalisation ne suivait pas. Donc au final, tant dans des phases de possession que dans des phases de contre-attaque, on n'en a pas fait suffisamment pour pouvoir déstabiliser ce bloc-là. Et puis, je dirais fort heureusement, défensivement, on a très bien assuré le coup. Et puis, voilà, ça a donné un 0-0. Alors pour moi, c'était un beau 0-0. Il y a des 0-0 qui sont très moches, mais celui-là, il n'était pas moche à regarder. Il était très plaisant à suivre. Mais le manque de prise de risque finalement des deux équipes ont fait que c'était un match qui n'a pas vraiment décollé. J'ai eu un peu cette impression là, je sais pas vous à la fin, mais si on disait finalement le match il a pas décollé. Donc Non. ouais. Non, clairement pas. C'est toujours la même chose en fait. Il faut, pour ce genre de match-là, il y a beau avoir justement des occasions à profusion, il faut à un moment donné un but pour que ça se débloque. Et il est jamais venu ce but-là. Donc par conséquent, c'est sûr c'était assez bizarre. Il y avait une sensation à la fois de domination sur le FC Sion, et puis en même temps une sensation qu'on pouvait attaquer 3 jours et qu'on n'allait pas marquer. C'est la sensation que j'ai eue, moi, du moins. C'est ça, on avait toujours un petit coin de la tête, on dit oh là là, tout d'un coup, il y a une petite erreur défensive et puis le FC Sion en profite, c'est un peu la baraka du leader et tout. Mais moi, c'était plus mon sentiment, plus le match avançait, je me disais ouh là là, ça va être difficile de marquer, il faut surtout bétonner derrière et espérer au moins ramener le point du 0-0, ce qui finalement est arrivé. Alors, on peut être quand même rassuré de la maîtrise défensive dont l'équipe a fait preuve sur ce match, hein, messieurs, quand même. Il faut aussi parler de ça. On a parlé de Brian Soro, mais comme je disais avant, toute la défense a bien tenu le choc. Ils ont bien assuré, et puis ça, c'est quelque part rassurant aussi pour nous pour la suite du championnat, quoi. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé la défense très très solide contre Sion et j'espère vraiment que cette solidité va se renforcer et rester ainsi jusqu'au terme de la saison et pourquoi pas, et j'espère la saison prochaine aussi parce qu'il y a un potentiel. Le potentiel, on l'avait vu déjà en début de saison. Malheureusement, il y a des choses qu'on fait que ça tienne pas, mais il y a, il y a quelque chose et on l'a vu vendredi soir. Ouais, on en vient quand même peut-être à ce qui sera la conclusion de notre débriefing. Xamax reste quand même une équipe à deux visages. Tout à fait. Et le problème qu'on a souvent, semaine après semaine, c'est qu'on sait jamais finalement quel visage l'équipe va pouvoir montrer. Alors, il y a eu le match contre Aro qui a été décevant, mais sinon, sur les 3 des 4 derniers matchs, l'équipe a montré un visage plutôt séduisant. Mais voilà, cette équipe manque de régularité, mais dans une Challenge League qui elle-même, à part les deux leaders, manque de régularité dans son ensemble. Je sais pas, Tout à fait. Mathéo, comment toi tu vois la chose par rapport à ces deux visages que Xamax peut montrer à ses spectateurs, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, ça rend pour nous la chose assez difficile, nous animateurs, parce que quand il faut faire justement des prévisions quant au match à venir au pluriel, on sait jamais trop à quel sens se vouer. C'est un peu, on a un peu l'impression de lancer la pièce chaque semaine. Moi personnellement, je m'attendais à ce qu'on souffre terriblement vendredi soir. Il en a été tout autrement. Maintenant, voilà, je pense qu'une défense de ce niveau-là va nous servir. Si on arrive à avoir la même solidité dimanche prochain, on va en parler après. Ça ne sera pas trop lors du prochain match. Mm. Ouais, totalement. C'était totalement surprenant. Alors probablement que j'ai pas pu interviewer Didier Tolo en soi, mais j'ai entendu sa réaction quand il a été interviewé par les médias neutres et les médias valaisans. Pour lui, c'était un bon point. Parfois, il faut aussi se satisfaire de ce genre de prestations et voilà, de ramener un point. Il était conscient que Xamax a dominé et était plus proche de la victoire. Et il mettait aussi l'accent sur le fait que voilà, venir jouer sur le synthétique de Xamax, c'est jamais facile, quelle que soit la performance de l'adversaire en face en soi, et puis que voilà, après une excellente série, des émotions positives aussi en coupe, ben voilà, le FC Sion avait aussi le droit des fois d'avoir une prestation un petit peu en dessous, mais en fait, il a été beau joueur Didier Tolo. Il attribuait pas forcément la baisse de forme du FC Sion sur ce match à la prestation de ses joueurs en soi, mais il était tout à fait conscient que ses joueurs ont été muselés par un très bon Xamax. Donc voilà, j'étais aussi content d'entendre ça, de dire voilà, le leader est venu, mais il a quand même été dominé dans le jeu et puis il est satisfait de repartir avec un point sur ce match parce qu'en étant conscient que avec ce petit grain de folie supplémentaire dont on parlait avant, eh bien que Xamax aurait pu prétendre à la victoire, ça c'est clair. Mm. Voilà, alors du coup, avant de conclure cette phase, bah, je vous propose évidemment qu'on écoute les interviews. On va commencer tout simplement par écouter l'homme du match, Briani Soro. Voilà. Briani Soro, ce soir après ce match, une contorsion. Briani, pour toi, c'est un point de prix ou 2 points de perdu ce soir? Franchement, pour moi, c'est un point de prix parce que si on regarde quand même la saison qu'ils font, le FC Sion, ben ils font une saison où je crois qu'ils ont perdu qu'un seul match et franchement, ben je trouve on a été bon dans le match, solide derrière et puis offensivement on a eu 2-3 occasions, mais après c'est comme ça, c'est le football. Mais franchement, je trouve que c'est un bon point de prix. Qu'est-ce qu'il a manqué pour peut-être aller marquer ce but qui aurait suffi ce soir? Peut-être les dernières passes, plus se projeter dans la surface. Après, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et puis, j'espère que le prochain match, on marquera plus de buts, quoi. Personnellement, tu faisais ta première titularisation ce soir. Raconte-nous un peu ton match. Franchement, c'était magnifique. C'était un rêve de gosse depuis tout petit. Je rêve de jouer des matchs comme ça, devant tout un public comme ça, un match magnifique. Franchement, au début, j'appréhendais un petit peu. Mais ensuite, dès que l'arbitre il a sifflé le début du match, je suis rentré dans mon match et puis j'ai essayé de jouer simple, d'être solide défensivement. Et franchement, c'était incroyable, quoi. Je vais jamais oublier ce moment. Effectivement, pour le spectateur non averti, ce soir, c'était impossible de dire que tu fêtais ta première titularisation au Challenge League. On avait l'impression que tu étais un défenseur central routinier. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ben, franchement, moi, je suis un défenseur qui aime bien le ballon, quoi. J'aime bien relancer propre, etc. Et puis, franchement, normalement, c'est rare que je stresse pendant les matchs. J'aime bien être serein, ne pas montrer à l'adversaire que je stresse ou quoi. Et j'ai vraiment essayé de montrer que ça fait des années que je joue en Challenge League. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer, en tout cas. On espère une belle performance ce soir qui en appellera d'autres pour les prochains matchs. Ouais, j'espère aussi. Et puis, il faut que je continue à travailler, montrer à l'entraîneur que je mérite ma place. Et voilà. En tout cas, tu envoies un signal fort à ton entraîneur ce soir. Il faudra compter avec toi pour les titularisations de temps en temps. Oui, effectivement, oui. Merci, Briani. Voilà, Briani Soro, évidemment, très très satisfait de sa prestation.
Alors on sait qu'il nous écoute, Briani, donc voilà, je tenais vraiment à te remercier pour ta disponibilité et puis ton enthousiasme à l'interview. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des joueurs qui viennent comme ça avec le sourire, et donc voilà, merci. On espère qu'on aura l'occasion encore de t'interviewer à plusieurs reprises dans les matchs à venir et de saluer tes belles prestations. Je suis aussi allé rencontrer du coup Uli Forte, et vous allez entendre, il était assez satisfait finalement de ce point pris contre le FC Sion. On écoute Uli Forte. Avec Uli Forte, j'imagine satisfait après ce match nul contre le FC Sion. Uli, c'était quoi le plan de match? Oui, c'était de presser haut. C'est pour ça qu'on a fait quelques changements dans l'équipe, parce qu'on voulait changer de nouveau un peu l'attitude. On voulait revenir au début de la saison, où on chassait beaucoup le ballon, et ça on a fait aujourd'hui aussi. Et quand même, avec le ballon, on a bien contrôlé, on a bien géré Sion. Sion, on a eu presque pas des occasions de but. Et nous, malheureusement, dans le dernier tiers, on a manqué un peu de malignité, un peu de précision, et peut-être un peu deux idées plus pour aller jusqu'au fond, mais on doit être content avec ce point. On a joué contre une équipe très forte, c'est clair, et c'est pour ça que on accepte ce 0-0. Donc au final, c'est un point de pris ou c'est 2 points de perdu contre ce FC Sion ce soir? Oui, si on voit le jeu, la possession de ballon, les moments devant le but, je pense qu'on aurait pu gagner ce match, ça c'est clair. Mais à la fin, tu dois accepter le résultat qui sort, parce que ça veut dire que tu n'as pas pu faire plus. Et ça nous donne un peu de tristesse par rapport à ça, mais autrefois, si tu penses, la réaction après le match à Haro où on n'était pas bien, elle était là et l'équipe a bien répondu. La blessure de dernière minute d'Alex Winkler t'a obligé à aligner Briani Soro ce soir. Alors c'était un excellent choix, depuis la tribune pour nous il a été remarquable. Est-ce que c'est aussi l'analyse du coach? Absolument, mais nous on l'a déjà toute la saison, et il a toujours bien fait. Il était un jeune qu'on a pris de l'académie et on l'a bien construit, comme on dit en jargon, et maintenant il est prêt. On savait qu'il est prêt, c'est pour ça qu'on n'avait aucun souci pour le mettre du début, parce qu'on savait qu'il avait déjà fait les matchs amicaux avec nous dans la trêve des équipes de l'équipe nationale, et là il avait déjà montré qu'il est assez fort, et aujourd'hui c'était clair qu'on le met du début et il a très bien répondu. Voilà, un coach effectivement très très satisfait à l'issue de cette prestation. Alors messieurs, est-ce que vous avez encore des choses à rajouter sur ce match contre le FC Sion? Non, pas plus que ça. Non. Non plus. Non plus. Ok, alors si c'est pas le cas, je propose qu'on passe à la rubrique suivante, jingle. Voilà, alors pour la rubrique suivante, je me suis dit que j'allais vous donner des nouvelles d'anciens Xamaxiens. Alors c'est pas tout à fait tous des anciens, mais alors les animateurs le savent déjà, mais je crois que vous aussi, chers auditeurs, vous le savez. Je suis un Neuchâtelois expatrié. J'habite maintenant depuis bientôt 2 ans du côté de Bulle, donc en Gruyère, dans le canton de Fribourg. Et puis, le FC Bulle, en fait, évolue en Promotion League, donc un cran en dessous de Neuchâtel Xamax. On est en dessous de Neuchâtel Xamax. Et puis, il se trouve que ce club, actuellement, dans son contingent, a 3 joueurs qui ont un lien avec Neuchâtel Xamax. Le premier, il est tout simplement prêté par Neuchâtel Xamax, donc il fait partie de notre contingent actuel. Il fait partie des joueurs sous contrat actuellement avec Neuchâtel Xamax. Il s'agit de Exxon Rexay. Et puis, le contingent du FC Bulle a également 2 joueurs qui ont évolué sous nos couleurs. Alors, un, c'était très récemment. C'était la saison dernière. Il s'agit de Emery Pinga. Et puis, il y a aussi Pedro Teixeira qui joue là-bas. Et lui, son départ commence déjà à dater. Je crois que c'est sa 3e saison là, dans l'après-Xamax.
Ouais, puisqu'il a disputé une saison après nous à Chiasso. Ensuite, après Chiasso, il a disputé une saison à Bienne. Et puis maintenant, il est du côté de Bulle. Donc voilà, lui, ça fait déjà quelques saisons. Donc, je me suis dit que voilà, j'allais vous proposer un petit sujet comme ça, un peu à côté. En plus, on n'a pas d'invité cette semaine, donc je me suis rendu hier soir, donc le samedi 9 mars, assister au match de Promotion League entre le FC Bulle et Brühl. Et puis de vous proposer une petite interview d'Exxon Rexai surtout, mais aussi des deux anciens Xamaxiens. Alors, ça aurait pu être 4, puisque du côté de Brühl, il y a aussi un ancien Xamaxien qui évolue là-bas. Alors, messieurs, est-ce que, sans regarder sur Internet, est-ce que vous savez quel ancien Xamaxien évolue actuellement à Brühl? C'est une bonne question, ça. Je vais être honnête, aucune idée. Aucune idée. Si je vous dis c'était pas si vieux que ça, et puis il était célèbre pour ses relances qui passaient par-dessus le toit de la Maladière. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Tu l'as? Ouais, c'est bon. Mathéo, ça t'évoque quelque chose? Les relances par-dessus le toit de la Maladière? Ouais. Comme ça, enfin, c'est la classique où on va me dire le nom, je vais dire ah oui, bien sûr. Mais ça me revient pas, non. Alors Sam, mais qui brûle d'impatience, qui c'est? Ça serait pas le bon vieux Nietske? C'est exactement ça, c'est Luis André Nietske, ouais, qui, après son départ de chez nous, a évolué à Schaffhouse pendant une saison. Il est retourné à Schaffhouse, hein, puisque si je me trompe pas, c'est le club qui l'avait accueilli en Suisse. Et puis après cette saison à Schaffhouse, il a décidé de continuer en Promotion League d'amener toute son expérience du côté de la Promotion League à Brühl, et il évolue encore. Alors j'ai pas eu d'infos officielles, mais il n'était pas sur la feuille de match, donc soit il était suspendu, soit il était annoncé blessé. Mais j'aurais presque pu aller finalement interviewer quatre joueurs. Alors, concernant le match, on va pas transformer cet épisode en Bullcast en soi, mais juste vous dire voilà que le FC Bull s'est incliné sur le score de 3-1 contre Brühl, que actuellement au classement ils sont dans une situation relativement compliquée. Puisque voilà, après 22 journées, ils sont 14e avec 22 points. Et puis, ils sont donc à 4 points au-dessus de la zone non relégable, mais toutes les équipes derrière eux sont des équipes M21, d'équipes de Super League. Donc voilà, une saison compliquée pour le FC Bull et une situation compliquée. Alors tout ça pour vous dire que ça explique aussi peut-être pourquoi voilà, Pedro Teixeira et Emery Pinga, je les remercie d'ailleurs d'être venus à l'interview parce qu'ils étaient extrêmement frustrés à l'issue de ce match. Et puis contrairement à Exxon Rexai, ils savaient pas que je venais pour les interviewer. Mais voilà, vous allez les entendre, ils étaient quand même relativement frustrés de leur match. Voilà, je vais pas forcément m'attarder plus que ça sur les performances de Pedro Teixeira et d'Emery Pinga, puisqu'il voilà, il n'évolue plus au sein de Xamax. Mais je vais quand même dire quelques mots sur Exxon Rexai. Alors bon, j'ai pas eu de chance puisque malheureusement pour lui, il n'était pas titulaire sur ce match, mais il est quand même rentré autour de la 60e minute et donc il a disputé la dernière demi-heure. Alors les circonstances n'étaient pas forcément favorables puisque il est rentré, il y avait 1-1 et puis voilà, les deux buts sont finalement arrivés après son entrée, donc le match a pris une tournure un peu plus compliquée pour Bull. Alors c'est pas du tout en lien avec son entrée à lui, c'est pas lui qui a fait des erreurs et qui a provoqué les deux buts. Mais les circonstances étaient un peu moins favorables pour qu'il puisse exprimer son jeu. Alors d'un point de vue défensif, je l'ai trouvé voilà vraiment à son affaire. Il avait un ailier sur son côté assez dangereux, un joueur que je ne connaissais pas, mais qui était doté d'un bon pied gauche et puis assez virevoltant. Donc je trouvais qu'il a assez bien contrôlé. Et puis d'un point de vue offensif, il a essayé des occasions de combiner avec son ailier sur le côté. Mais comme je le disais avant, ça a été un match très compliqué collectivement pour le FC Bull. Ils ont eu
beaucoup de peine à se projeter, à se créer des occasions. Donc finalement, c'était assez logique qu'on voit pas tellement Exxon Rexaï se projeter vers l'avant. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, il a été solide. Et puis voilà, j'espère pour lui qu'il va pouvoir continuer à accumuler du temps de jeu. Et puis ensuite, ben voilà, il reviendra faire la préparation avec l'équipe pour la saison 24-25. Et puis on verra ce qui se passe. Vous l'écouterez dans son interview, mais il y aura de la place sur son côté. Moi, je pensais que Exxon était avant tout un latéral gauche. Mais lui-même m'a confirmé que non, il était plutôt de nature à être latéral droite. C'est son poste vraiment de prédilection. Donc voilà, c'est un poste chez nous. On l'a dit avant dans la partie débriefing du FC Sion, mais il y aura de la place à se faire du côté droite. Alors je pense pas que Exxon pourra prétendre être titulaire comme ça tout de suite pour la saison 2024-2025, mais en tout cas d'assurer le poste de remplaçant, d'accumuler peut-être de temps en temps des minutes de jeu. Et puis voilà, de prendre tout simplement de l'expérience dans une ligue supérieure à la Challenge League. Voilà, Exxon, on l'avait vu à l'œuvre très peu. Finalement, il avait disputé le triste Xamax Vaduz, le dernier match en fait de la saison dernière. Vous vous souvenez un peu, messieurs, de la prestation d'Exxon sur ce match? Ou pas du tout? Non, pas du tout. Toi non plus, Mathéo, tu te souviens pas de l'avoir vu évoluer? Mais disons que c'était tellement un naufrage collectif ce match. Ouais, Enfin, c'est c'était, ça. le problème, c'est que c'était un de ces matchs soldés qui servait pas grand chose, où le but c'était de reposer le maximum de titulaires en vue du barrage contre Rapperswil qui allait se dérouler quelques jours plus tard. Donc c'était assez difficile pour les yeux à regarder ce match-là, depuis les tribunes du moins. Ouais, puis c'est clair que pour lui en particulier, ça avait été un match difficile, que tu te retrouves catapulté comme ça sur ce genre de match, avec en plus un Vaduz qui n'était pas venu lui pour se reposer et puis solder ce match. Ils ont livré la marchandise, comme on dit, de leur côté. Donc voilà, ça avait été un match vraiment compliqué pour lui et aussi pour Axel Arm qui s'était retrouvé dans la même situation, à être catapulté titulaire dans un match compliqué. Donc voilà, ce prêt en Promotion League était finalement assez logique pour qu'il puisse s'aguerrir et puis prendre du temps de jeu. Donc voilà, je vous propose, messieurs, qu'on commence par écouter l'interview d'Exxon Rexaï. Ouais. Alors avec Exxon Rexaï, donc Exxon, après un premier début de saison à Neuchâtel où tu n'as pas eu du temps de jeu, tu es en prêt ici maintenant à Bulle. Comment ça se passe pour toi, ton adaptation à la Promotion League? Écoutez, plutôt bien, l'adaptation elle se passe plutôt bien. Je suis un Fribourgeois de base, donc le FC Bulle c'est à Fribourg. L'adaptation, je connaissais déjà quelques joueurs qui jouaient ici, donc l'adaptation ça va. Niveau sportif, c'est un peu plus compliqué. Le temps de jeu, je l'ai, c'est ce que je voulais, ça c'est cool et je vais me donner jusqu'à la fin de la saison pour l'avoir. C'était le but justement de ce prêt-là en Promotion League, d'avoir du temps de jeu. C'est vrai que là on n'a pas encore gagné. J'espère que ça va aller mieux les jours suivants. Quelles sont les différences que tu constates entre la Challenge League et la Promotion League, surtout par rapport au côté entraînement, préparation? Écoutez, on n'est plus au niveau professionnel, donc là les entraînements c'est le soir, puis contrairement à Xamax où là on fait ça à plein temps. Donc là il y en a beaucoup qui bossent à côté. Moi aussi j'ai trouvé un petit travail à côté aussi, donc j'arrive à allier ça parfaitement. Ensuite les différences dans le jeu, je pense que la Challenge League ça va quand même bien plus vite, même si en Promotion League là on a beaucoup de joueurs, des anciens professionnels qui ont joué beaucoup d'années en plus haut, donc il y a beaucoup d'expérience en Promotion League, mais la rapidité du jeu, on voit clairement la différence. Concernant Xamax, tu le sais, Zachary Atekame a signé à Young Boys. Il n'y avait pas forcément de latéral droite de remplaçant. Il y aura des places à prendre dans l'effectif la saison prochaine. Est-ce que tu as ça un peu dans un coin de ta tête?
Oui, je suis au courant, c'est de toute façon dans un coin de ma tête. Après, écoutez, moi j'essaye de me concentrer sur moi-même. Je pense que le plus important, c'est moi-même. C'est la saison que je vais faire en deuxième tour et pas trop regarder les autres. Si je fais ma saison, il y aura quelques opportunités, ça je le sais. Mais j'essaie de me concentrer sur moi-même. Mais bien sûr qu'il faut toujours, c'est toujours dans un coin de ma tête de faire mon retour à Xamax. Au niveau personnel, tu es maintenant régulièrement sélectionné avec l'équipe M21 de ton pays d'origine, le Kosovo. J'imagine que c'est une fierté pour toi de pouvoir représenter ton pays déjà à ces échelons-là. Est-ce que tu ambitionnes après de pouvoir faire le pas et puis d'être sélectionné avec l'équipe première? Oui, maintenant ça fait plusieurs sélections que je fais avec les Kosovo U21. C'est sûr que c'est une énorme fierté pour moi et ma famille. Donc j'y vais toujours avec un réel plaisir. Après c'est sûr que je rêve, c'est un rêve depuis tout petit d'être en première équipe avec la sélection du Kosovo. Mais je sais que ça doit passer au club, il faut prouver au club, il faut jouer plus haut et j'essaie de me concentrer au club puis je sais que ça suivra si ça suit au club. Ouais, j'imagine que ça va pas être facile parce que le football kosovar est en train de vraiment de percer. L'équipe fait des bonnes performances. C'est des joueurs qui évoluent dans des très grands clubs européens. Donc voilà, ce sera pas facile, mais voilà. On espère que tu vas y arriver. Merci Exxon. Merci beaucoup. Voilà, alors messieurs, on sentait un Exxon Rexaï vraiment très lucide dans son analyse du match, de sa situation aussi. On sentait aussi toute la fierté à pouvoir déjà disputer des matchs internationaux avec le Kosovo, même si pour l'instant c'est avec la sélection U21. Et puis peut-être que cet objectif de pouvoir un jour disputer des matchs avec la sélection adulte du Kosovo va le pousser à continuer à se développer et puis ça peut être tout bénéfique pour Xamax. En tout cas, on va continuer à suivre ses prestations avec plaisir. Et puis Exxon, si tu nous écoutes, merci pour ta disponibilité pour cette interview et puis bonne suite de saison à toi au sein du FC Bulle. Voilà, je propose qu'on écoute coup sur coup déjà les propos de Pedro Teixeira, puis ensuite ceux de Emery Pinga. Alors avec Pedro Teixeira, donc depuis ton départ à Neuchâtel, tu as disputé une saison à Chiasso au Tessin, une saison à Bienne, te voilà maintenant à Bulle. Donne-nous un petit peu de tes nouvelles depuis ton départ à Neuchâtel, comment ça se passe pour toi? Ça va bien. Bon là avec le FC Bulle ça se passe un peu moins bien, mais on est dans une phase un peu compliquée. Mais sinon pour ma part ça se passe bien, je suis content d'être à Bulle, je suis content de jouer au football comme je le fais depuis un moment. Oui, effectivement, concernant le match ce soir, on a l'impression que vous n'étiez pas forcément inférieur à Brühl, en tout cas techniquement, mais le match s'est joué sur des petits détails, notamment un petit peu plus de réalisme en face, on a l'impression. Ouais, c'est clair, je pense que c'est seulement un manque de confiance de l'équipe. On est dans une phase un peu compliquée comme je l'ai déjà dit. Et du moment qu'on arrive à trouver cette confiance, cette efficacité qui nous manque devant le but, je pense que tout ira bien. Comme vous avez dit, on n'est pas inférieur aux équipes. Tout simplement, je pense que c'est un manque de confiance. Merci Pedro, bonne suite de saison. Voilà, et ensuite, donc, nous avons pu interviewer Emery Pinga, mais vous allez vous en rendre compte dans cette interview, Emery n'était pas seul pour ce match. Alors, avec Emery Pinga, depuis ton départ de Neuchâtel, tu avais signé à Rapperswil, tu as fait 6 mois là-bas, et ensuite, maintenant, depuis ce mercato, tu es, j'ai envie de dire, de retour dans ton canton d'origine à Bulle. Parle-nous un petit peu de ce choix de revenir sur le canton de Fribourg. Déjà je suis fribourgeois donc c'était un peu plus facile de décider et le projet des débuts jusqu'à la fin de la saison il était intéressant, donc c'est ça qui a fait que j'ai décidé de revenir là malgré les autres opportunités que j'avais, donc le fait d'être fribourgeois ça a beaucoup facilité, on va dire. Ouais. Concernant le match de ce soir, défaite 3-1, ça s'est joué un petit peu sur des détails quand même, franchement. Là, j'ai l'impression que Brühl n'était pas franchement supérieur à Bulle, mais voilà, quelques petits détails, un peu plus de réalisme ont fait la différence. Ouais, franchement, c'est des détails, certaines fautes qu'on ne doit pas faire, parce qu'en première mi-temps, on était, comme tout le monde a vu, on était vraiment supérieur à Brühl. Et deuxième mi-temps, les détails des fautes qu'on ne doit pas faire, des occasions nous en première mi-temps qu'on doit les concrétiser. Et c'est ça qui a fait qu'en deuxième mi-temps, ils sont passés devant nous.
Un petit mot pour nos auditeurs. Alors parmi nos auditeurs, on a aussi des anciens joueurs et des joueurs actuels du club qui nous écoutent, notamment un certain Fabio Saiz. Un petit message pour Fabio et tes anciens coéquipiers. Ouais, un petit message pour Fabio Saiz. Il faut juste le laisser s'exprimer sur le terrain et puis il fera ce qu'il a à faire. T'as regardé son match hier soir contre le FC Sion? Ouais, moi je regarde tous ces matchs dès que je peux. Gros match de Fabio hier soir. Gros, mais c'est que le début. On rigole en fait parce que Fabio est venu assister au match. Donc Fabio, je voulais t'avoir à l'interview hier, mais malheureusement j'ai pas eu l'occasion. Toi, comment t'analyses ta performance du match d'hier soir contre Sion? Ouais, alors bon, après coup comme ça, non, je suis content d'avoir déjà pu enchaîner un peu plus de minutes que d'habitude. Et puis content déjà de la prestation aussi globale de l'équipe. Je pense qu'on a bien géré le match. On pourrait presque dire qu'on est déçu de ne pas avoir pris les 3 points hier sur le match, mais on va quand même être réaliste. C'est un très bon point contre un Sion très solide. Mais personnellement, content de ma performance. Et si on revient au match qu'on a assisté ce soir, un petit mot sur la performance d'Emery? Ouais, alors Emery, voilà, je connais le joueur. Des fois, il peut paraître un peu nonchalant, mais on connaît ses qualités en 1 contre 1 et je pense que ça leur a un peu manqué ce soir à Bulle, d'avoir un peu un esprit d'équipe comparé à Brûle, qui a su un peu plus s'en sortir tous ensemble, même si individuellement c'est peut-être moins de qualité. Donc voilà. Merci Fabio, et puis merci Emery aussi. Voilà, alors du coup, je remercie Emery et Pedro d'être venus à l'interview. Je le rappelle, ils n'étaient pas préparés comme l'était Exxon. Et puis, on leur souhaite à tous les trois une bonne suite de saison. On espère que ils vont pouvoir maintenir le FC Bulle en Promotion League. En tout cas, messieurs, moi j'ai pris pas mal de plaisir à aller voir un match de Promotion League et puis aussi à aller approcher les anciens joueurs du club. J'espère, chers auditeurs, que ça vous aura aussi plu, qu'on vous donne des nouvelles d'anciens joueurs de Xamax autrement que par les interviews classiques comme on a pris l'habitude, ça à savoir des joueurs encore en activité aussi. Donc voilà, peut-être cette rubrique restera comme un one-shot, peut-être qu'on aura aussi l'occasion à d'autres reprises d'aller voir jouer d'anciens Xamaxiens dans des ligues inférieures. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais voilà, c'était en tout cas pour moi une chouette expérience. Du coup, on peut passer à la rubrique suivante qui sera la conclusion de l'épisode. Voilà, 2 choses à vous dire concernant cet épisode. La première, c'est que nous reprendrons le cycle des invités dès la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous aurons le plaisir de recevoir à l'antenne Marco Delay. On se réjouit déjà beaucoup de l'entendre à l'antenne de Xamcast. Et puis, la deuxième chose, c'est devenu un petit peu aussi notre tradition dans la conclusion des épisodes, c'est parler un peu du prochain match. Alors, la semaine prochaine, messieurs, nous déplacerons à la Lidl Arena pour jouer contre les locaux du FC Ville. Alors, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer l'épisode, mais voilà, une Lidl Arena qui ne nous réussit pas trop ces dernières saisons, messieurs. Oui, alors effectivement, je suis allé faire une petite recherche de ce point de vue-là. Et je sais pas si nos auditeurs le savent, mais la dernière fois qu'on est allé à la Lidl Arena et qu'on a pris qu'on a pris au moins 1 point, ça remonte au 9 avril 2018 avec une victoire 3-2 et un doublé de Samir Ramizi et un but d'Igor Djuric. Donc c'est dire que ça remonte. C'est un déplacement toujours compliqué pour Xamax. Maintenant, comme on disait avant, si on reste sur nos bases défensives qu'on a montré vendredi contre Sion, on a quelque chose à aller faire là-bas, très clairement. Ouais, le FC Ville qui reste sur une trend, on va dire, relativement moyenne. Là, ils ont perdu à Thun, rien de honteux à ça. Et sinon, ils étaient sur une série de 3 matchs nuls et une victoire. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors le FC Ville, déjà, ils ont perdu leur
plus gros atout offensif durant le mercato avec le départ de Sofiane Baloul, mais ça reste une équipe très très imprévisible, surtout d'un point de vue offensif. Il garde quand même Mouchi qui est un attaquant de qualité. Il a encore marqué ce week-end à Thun. Donc voilà, on peut s'attendre à un match extrêmement compliqué, un déplacement comme on l'a dit avant qui ne nous réussit pas. Messieurs, vous attendez quoi de ce match? Vous attendez fermement une victoire comme Lucas ou vous signez déjà pour un match nul? Alors moi, si on revient avec un match nul, je suis content. Après, si on revient avec une victoire, c'est encore mieux. Après, je sais que ça sera un match très compliqué, surtout au vu statistique aussi. On a aussi la fameuse habitude de s'adapter au niveau de l'adversaire. Et donc, si on s'adapte au niveau de l'adversaire dimanche, plus les difficultés qu'on joue à Ville, ça risque d'être un match compliqué, mais j'ai confiance en cette équipe qui a repris confiance depuis un bon mois déjà. Quel visage aligné? Une équipe conquérante, assez offensive, ou bien une équipe prudente défensivement parlant comme elle l'a été contre le FC Sion? En gros, est-ce que on part sur une défense à 4 avec un peu plus de poids devant, ou on part sur une défense à 3 et on assure les arrières? Vous êtes Forte, vous faites quoi, messieurs? Moi, je repartirais bien avec la formation qu'on a eue ce vendredi contre Sion. Y compris les hommes, tu dis? Ouais, y compris les hommes, pourquoi pas, ouais. Mathéo? Ouais. Alors, a priori, je dirais plus une formation dans laquelle on joue en fait la rupture rapide et le contre, puisque c'est un peu systématiquement, si on regarde les derniers buts qu'on a pris justement contre Ville, notamment là-bas, c'est souvent des buts où on se fait prendre en rupture parce qu'on veut trop se découvrir, on veut aller jouer trop. Donc, je partirais pas nécessairement la fleur au fusil avec une formation ultra offensive dimanche après-midi. Ouais, moi effectivement, je reste aussi sur cette option de déjà assurer les arrières et puis de bien les bloquer et quelque part de les prendre à leur propre jeu. Alors on a essayé de faire ça contre Haro et ça nous a pas réussi, ils nous ont pris à la gorge. Donc c'est vrai que voilà, ce sera un casse-tête et ce sera à Uli Forte de répondre à cette question-là. Ça va dépendre bien évidemment aussi des hommes qui sont à disposition. Alors a priori, Alex Winkler sera disponible. En fait, Alex Winkler, je l'ai croisé dans les vestiaires avant le match. Et puis j'ai profité de directement lui demander des nouvelles. Et puis il me disait que voilà, j'ai sorti mon allemand du dimanche, on va dire, et puis il me disait que c'était pas trop grave, qu'il préférait pas prendre de risques pour ce match-là, mais que voilà, a priori il pourrait reprendre l'entraînement normalement dès le début de la semaine prochaine. Pour Danilo, alors la presse se voulait rassurante par rapport à ça. Moi, vous l'avez entendu aussi avec Uli Forte. Lui, il est pas si sûr que ça que Danilo va pas manquer quelques matchs. On peut pas trop s'avancer sur le nombre de matchs. Il y a aussi la pause internationale qui arrive bientôt là d'ici la semaine d'après, la semaine prochaine, puis la semaine d'après il y aura pas de match. Donc voilà, à voir. Est-ce que Yohan Epito sera rétabli? Est-ce que Fabrice Nsakala sera à 100%? Enfin, il y aura aussi des choix qui vont dépendre des joueurs qui seront à disposition. Mais ça, c'est à chaque match. Mais on a l'impression que Uli Forte peut de plus en plus vraiment choisir dans quelle composition il veut jouer et ensuite il choisit les titulaires, que l'inverse, la fin d'année dernière où il devait beaucoup faire la composition en fonction des hommes qui étaient à disposition. Avec le jeu des blessures, surtout sur les latéraux. Donc voilà. Mais effectivement, si on ramène un point de ce déplacement, ça serait une bonne chose. Mais pourquoi pas jouer la gagne et puis revenir avec 3 points, ce qui nous permettrait de dépasser Ville au classement et puis de prendre peut-être encore une distance encore plus respectable sur Baden. Voilà, les prédictions des animateurs de Xamcast commencent à être justes puisque Baden commence à accuser un petit peu de retard sur
les équipes devant lui et devant elle. Puis le FC Sion se détache, même si ce week-end ils ont perdu 2 points par rapport au FC Thun. Donc voilà. Pour l'instant, les prédictions des animateurs, sauf la mienne, puisque moi je voyais Thun peut-être dépasser Sion, sont Possible sont de plus en encore. plus justes. Hein. C'est encore C'est possible. possible, c'est encore possible, mais ouais, Sion est quand même solide. Ça dépend de Bah, leur, Thun de leur a pris match entre 4-0 chez les deux. nous et Sion est venu faire 0-0. Donc, non, mais si on se base aussi sur la trend, Sion, voilà, puis rien ne dit qu'ils vont pas reprendre une série de 5-6 victoires Ouais, bah oui. de nouveau de suite. Donc voilà. Mais maintenant, concentrons-nous sur nous, éloignons-nous de manière définitive de la zone dangereuse le plus vite possible. Et puis voilà, faisons des beaux matchs. Et puis cela permette aussi au staff de voir quels joueurs on veut garder pour la saison prochaine, sur qui on peut compter, et puis quels joueurs vont probablement pas poursuivre l'aventure en rouge et noir. Mais voilà. Ce match de ville est intéressant. Et puis, il faut quand même qu'on commence à parler aussi des soucis financiers du FC Thun, parce que il y a une question tout simplement déjà de survie pour le FC Thun par rapport aux garanties financières, mais ça apparaît à peu près de manière à peu près sûre aussi que peut-être que le FC Thun ne pourra pas demander la licence pour la Super League, donc il faut aussi commencer à jouer pour tout simplement espérer accrocher cette 3e place qui pourrait peut-être, on ne sait pas, il n'y a pas de communication officielle par rapport à ça, mais qui pourrait peut-être faire office de barrage. Vous y croyez à cette éventualité-là, messieurs, que finalement le FC Thun ne demande pas la licence et que la 3e place devienne engendre un barrage? Alors, je pense que c'est possible, mais je pense que ça serait trop tôt pour qu'on puisse espérer jouer. Enfin, jouer un barrage, c'est possible au vu des points, mais après, je sais pas si sportivement on serait prêt à monter déjà maintenant. Je sais pas si ce serait une bonne idée. Moi, je pense que c'est le pire des cadeaux empoisonnés. Parce que donc, en ce moment, si on regarde qui se trouve à la place de barragiste en Super League, il s'agit de Lausanne. Lausanne qui est une équipe qui souffle un peu le chaud et froid cette saison, qui a pas mal déçu finalement par rapport aux résultats compte tenu du jeu produit, parce qu'il y a un rapport qualité de jeu et résultats récoltés qui est pas forcément très très juste pour eux, mais sur un derby, un match aller-retour, un barrage, ça pourrait passer, mais franchement, au vu des hauts et des bas qu'on a déjà en Challenge League, qu'est-ce que ce serait, je veux dire, à l'étage au-dessus. Donc j'ai vraiment, j'en ai parlé avec un ami il y a quelques semaines, mais c'est une éventualité que moi je fuis comme la peste personnellement. Ouais, donc bon, après moi je suis assez lucide qu'actuellement, même si on le dispute ce barrage, on aurait très peu de chances de le gagner, que ce soit contre Yverdon, Lausanne, Sion, Sion, Getse, qui sont les équipes qui... Ouais, Lausanne, Getse, Bâle, Yverdon, ce sont les équipes qui gravitent autour de cette place. Voilà. Ça aurait été vraiment, ce serait vraiment compliqué. Ce serait pas sûr qu'on le gagne sur le terrain, ce barrage. Mais je suis d'accord avec toi, Mathéo. Actuellement, on n'est pas prêt pour la Super League, c'est sûr. Non, du tout. Donc voilà. Ben voilà, messieurs, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Merci à vous, comme d'habitude, pour votre participation. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Marco Delay pour l'épisode 24. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye.